Donc sur Pinterest, il y a déjà une audience qui est majoritairement féminine, principalement des mères de famille, une audience qui est assez CSP+, donc des personnes qui ont des produits qui ont quand même du pouvoir d'achat, avec 70% de l'audience qui a plus de 25 ans, une audience qui est quand même assez âgée, donc ça c'est top côté panier moyen. Ouais. Et nous, à chaque fois, on fait la transition, on part sur une image qui est une image justement inspirationnelle, taillée pour Pinterest. Incroyable. Et ça, derrière, ça débloque beaucoup de choses. Okay. En termes de conversion, sur la partie shopping, ça fait un x2 sur les perfs. C'est assez ouf, parce qu'il n'y a personne qui le fait. On accompagne les magasins But, typiquement. On vend beaucoup de canapés, tous ces produits-là. Et But, ils ont une grosse image de marque, etc. Mais il y a plein de créatifs qui marchent super bien. On met même pas le logo, on met même pas deadline. On fait juste vraiment des créatifs très statiques, inspirationnels, où la personne, elle scrolle dans son feed, elle sait même pas que c'est une publicité. Et ça marche très bien. Par exemple, si on est déjà habitué à faire de la pub sur Facebook, c'est pas 30% moins cher. En moyenne, c'est entre cher. Okay. Ça dépend des secteurs. Dans la beauté, on est même à cher. En fait, la subtilité sur Pinterest, c'est que c'est long à démarrer. Donc il y a toujours cette grosse phase d'apprentissage où tout le monde se casse la gueule, c'est assez difficile. Mais une fois que tu l'as passé, derrière, c'est top. Tu as vraiment un boulevard devant toi. Celle à qui tu déconseilles même de se lancer justement sur Pinterest. Perte de temps, les gars, allez ailleurs, quoi. Ouais, perte de temps, c'est tout ce qui cible. Moi, le marché, il n'est pas encore assez éduqué. Aux US, ça commence, c'est encore assez léger. Donc là-dessus, faut vraiment pas se focus sur Pinterest. What's up Luc, bienvenue dans cette vidéo. La team, on est avec l'expert français de Pinterest. Luc, tu vas nous expliquer comment craquer la plateforme, que ce soit pour une première acquisition, quand on a déjà une source de trafic qui est stable, et donc pour essayer de réduire sa dépendance à cette source de trafic. Est-ce que ça va ? Très bien, merci Thomas pour l'invitation. Je suis trop content d'être ici pour tourner une petite vidéo. Ça va être sympa. Donc l'objectif là, c'est que je vous partage vraiment tout, de la bonne valeur à fond. Donc ça va être l'objectif de cette vidéo. Bienvenue à Malte aussi. Yes, ouais, franchement, je viens d'arriver ce matin et vraiment top l'île pour l'instant. Détendu. Ouais, détendu, exactement. Et donc là, ouais, petit séjour sur Malte, mais pour l'instant. Là, la météo n'est pas encore là, mais dès que ça va être... ça va venir. T'as vu, premier objectif, on se met dans une cave et on enregistre de la valeur et ensuite, voilà, on ira kiffer. Tu es fondateur d'une agence dans laquelle tu t'occupes de l'acquisition de marques, pas forcément que e-commerce, sur Pinterest, et tu as aussi une formation dans laquelle tu éduques les particuliers, pros, n'importe, à prendre la plateforme en main. C'est vraiment des débutants que tu vises sur la partie formation ? Ouais, partie formation, on a surtout des marques en tout cas qui démarrent. Donc là-dessus, c'est plus le pôle plus pour les débutants sur la partie formation, et sur la partie agence, plus des marques qui sont un peu plus avancées, on va dire. Okay. Et des infopreneurs aussi, on a cette catégorie. T'as créé un lien entre les deux, ou ton rôle c'est de récupérer les personnes? On en a, franchement, on a de plus en plus. C'est même mieux parce que du coup, elles parlent le même langage que toi. Et même nous, on a recruté des personnes qui faisaient partie de la formation, justement. Ça nous permet de vraiment avoir un vivier de recrutement qui est assez intéressant pour la partie agence. Donc c'est comme ça qu'on voit les. Bien sûr. Tes deux seules activités ? Ouais, exact. Ok. Tu fais ça depuis combien de temps ? Depuis 4 ans maintenant, sur que Pinterest. Vraiment, je tiens à préciser, que Pinterest. Ne tapez pas Pinterest sur Google ou YouTube, vous allez voir sa tronche de partout. Nous, on s'est rencontrés parce que tu as pris en main le shop de Juju, ma copine. C'était il y a quelques mois en arrière, c'était pour l'hiver dernier. Exact, ouais. Ok. Sur j'ai eu des super échos de cette collab. Après, on s'était appelé vite fait, mais au final, on n'a pas tant échangé que ça. Donc, ça va être l'opportunité dans cette vidéo. Je vais penser à vous qui regardez cette vidéo. Je vais lui poser des questions qui concernent le e-commerce, parce que je pourrais parler d'agence, on pourrait parler de 1000 sujets différents. Je pense que les personnes au global, elles sont très éduquées à la manière dont fonctionnent les créas ou la publicité ou même les stratégies globales sur Facebook, parce que la plupart des contenus parlent de ce sujet-là. On sait que déjà ça coûte de l'argent. On sait qu'il y a différents types de facturation, par exemple à l'enchère en tout cas au clic sur Google et aux 1000 impressions sur Facebook. Est-ce qu'on est déjà pareil sur
Là, on est plus, on est vraiment sur la partie CPM, donc facturation en 1000 impressions comme sur Facebook, même si Pinterest, c'est plus un moteur de recherche qu'un réseau social. Donc là-dessus, on est sur un système d'enchères, mais d'enchères au CPM, donc coût par 1000 impressions. Sur lequel, du coup, tu te positionnes sur une recherche? Exactement. Principalement. Donc en fait, Pinterest, c'est un peu spécial parce que tu as deux pôles. Tu as le pôle où tu peux cibler par des centres d'intérêt, comme sur Facebook, et le pôle mots-clés, exactement comme sur Google. Donc en fait, on a un peu cette dualité. On peut faire du ciblage soit par centre d'intérêt, soit par mots-clés, pour se positionner sur les différentes feeds de la plateforme. Donc il y a le feed principal et le feed de recherche. Donc la plateforme, elle est utilisée du coup dans ces deux cas d'usage. Ok. Les formats publicitaires, c'est quoi? Donc, il y a en effet ce fameux feed dans lequel tu vas avoir tous les résultats de recherche. Est-ce que tu peux être positionné à d'autres endroits? Donc ça là-dessus, en fait, derrière chaque épingle, tu cliques sur une épingle. Donc une épingle, c'est tout ce qui est image, vidéo. Et dès que tu cliques sur une épingle, on va te proposer des épingles supplémentaires en dessous pour t'inspirer. C'est vraiment le but de la plateforme, que tu t'inspires. Donc tu as du positionnement qui est aussi sous les épingles pour en fait trouver les meilleures idées. Donc tu trouves une image qui est sympa, tu vas scroller en dessous pour en trouver d'autres similaires, etc. C'est une recherche un peu infinie. Et là, tu peux te positionner là-dessus. Ok. Vidéo comme photo, du coup? Vidéo, photo, carrousel. Donc c'est les principaux formats. Et en termes de taille, tu as le format 9/16e, un peu comme à la TikTok. Donc ça passe. Et le format phare, c'est du 2/3, 1000 par 1500 pixels. C'est un mix entre Instagram et TikTok, globalement. Ouais, je vois. C'est un micro-format short, quoi, un peu coupé sur la hauteur. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. On est toujours aussi sur le fait la publicité statique, elle est moins chère que de publier des vidéos aussi, ou pas? Pas forcément. Non, pas forcément. Franchement, ça dépend vraiment des thématiques. Ça là-dessus, pour de la décoration typiquement oui, c'est moins cher, mais après ça dépend des thématiques. Pour de la beauté, c'est pas le cas, donc globalement c'est pas forcément vrai. Ok. On va pouvoir faire le jeu des différences pendant encore longtemps. J'aimerais bien que tu m'expliques déjà avec tes mots, par exemple, est-ce qu'il y a un entre-deux où je suis dans une situation, j'ai une marque e-commerce que j'ai envie de promouvoir, j'ai envie de ne pas me contenter seulement de mon pilier organique et que tout prenne un temps fou à être mis en place. Est-ce que je suis dans la seule et unique issue où je dois absolument lancer des campagnes Facebook, Instagram pour réussir, ou du coup est-ce que j'ai d'autres alternatives? Et du coup dans ton cas, et surtout dans quel cas je devrais m'orienter sur Pinterest? Il y a bien une petite checklist. Pareil, il y a des red flags ou des marques pour lesquelles il n'y a pas forcément de prédisposition à aller sur cette plateforme, quoi. Yes, donc il y a plusieurs enjeux. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas toutes les niches et toutes les thématiques qui peuvent matcher avec Pinterest. Donc sur Pinterest, il y a déjà une audience qui est majoritairement féminine, principalement des mères de famille, une audience qui est assez CSP+, donc des personnes qui ont des produits qui ont quand même du pouvoir d'achat, avec 70% de l'audience qui a plus de 25 ans, une audience qui est quand même assez âgée, donc ça c'est top côté panier moyen. Et après, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a un gros pôle du coup visuel. La partie copywriting est moins importante que sur d'autres plateformes, donc il faut avoir un minimum d'assets créatifs. Donc s'il y a des shootings photos, etc., qui ont été faits par la marque, c'est toujours un plus, mais c'est pas obligatoire. Il y a toujours un moyen de faire du montage, même avec l'IA qui arrive, etc. On peut pousser vraiment la chose de manière assez forte là-dessus. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est juste que l'audience match surtout avec la plateforme et d'avoir un minimum d'assets créatifs. C'est vraiment les deux green flags pour partir sur la plateforme. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut démarrer même avec des petits budgets sur Pinterest, vu que les coûts sont quand même assez réduits comparés à du Facebook ou du Google, quoi. Ok. Tu saurais donner un pourcentage, par exemple, si on est déjà habitué à faire de la pub sur Facebook, c'est je sais pas, 30% moins cher. En moyenne, c'est entre 2 et 3 fois moins cher. Okay. Ça dépend des secteurs. Dans la beauté, on est même à 5 à 6 fois moins cher, parce que c'est quand même très saturé sur Instagram, Facebook, etc. Sur Pinterest, il y a très peu de concurrence. Nous, on accompagne des marques, on fait vraiment tout l'aspect justement diffusion et on fait venir du trafic en masse sur Pinterest. Et après, il y a toujours du reciblage qui tourne à fond sur Facebook, Instagram, même de partout. C'est le but. Le but, c'est d'avoir une stratégie à la fin qui nourrit aussi toutes ces autres points de dépense, surtout en acquisition. Mais donc, du coup, Pinterest, c'est pas dédié seulement aux shops qui font de la déco d'intérieur, quoi. Non. Les top thématiques, ça reste la décoration, la mode, la beauté. C'est les top thématiques. Après, il y a plein de sous-thématiques. Tout ce qui touche aux cadeaux de Noël, etc. Il y a de gros. On est sur un moteur de recherche, donc les personnes tapent idées cadeaux Noël, idées cadeaux Saint-Valentin. Tous les événements phares de la saison, fête des mères, etc. Tous les marronniers sont très présents sur la plateforme. Donc ça, là-dessus, c'est top. Et après, tout ce qui est bijoux. En fait, il faut vraiment s'adresser à l'audience. Il faut penser à ce que l'audience recherche.
Et là-dessus, il y a un outil qui est top, c'est Pinterest Trends. Donc, comme Google Trends, mais version Pinterest, on peut voir tous les volumes de recherche de la plateforme, trop bien, filtrés par thématique. Donc tu peux même trouver ton marché plus ou moins au début quand tu lances ton business, tu n'as rien à vendre, produit comme service. Et d'ailleurs, ça c'est une super question. Est-ce qu'il n'y a que des produits physiques qui se vendent via Pinterest? Non, l'infoproduit, il peut marcher. Après, c'est quand même un niveau de complexité qui est plus important sur l'infoproduit parce que c'est une plateforme qui est moins taillée pour ça. Pinterest, c'est une plateforme quand même qui est taillée pour le shopping. Okay. Y a un nouveau CEO qui est arrivé sur la plateforme, il travaillait chez Google et PayPal avant. Et là, on sent qu'il pousse à fond toutes les fonctionnalités shopping, etc. Donc, dès que tu vois, admettons, là, on est dans ce studio, on voit, je sais pas, un meuble qui nous plaît, ben on va pouvoir il y a un système de tagage. Il y a pas de meuble qui te plaît dans le studio. Il y a tout qui me plaît ici. Il y a un système de tagging où on peut identifier justement quelle est la typologie de ce meuble, comment je pourrais acheter un meuble similaire, quels sont les différents pricing. Donc c'est vraiment axé autour du shopping. Mais la partie infoproduit peut très bien marcher. Nous on accompagne. Boutique physique aussi, par exemple, où tu vas partager justement, tu vois, je prends de la déco d'intérieur, je produis ces box là, je vais fournir de l'inspiration. Ça peut, il y a du ciblage géolocalisé. Après, c'est pas le gros de la plateforme. Le gros, c'est vraiment quand même e-com. Ouais. Incroyable. Le gros en ads. En ads, ouais. Parce que sur la partie organique, après, on va plus être même sur... Là, on va vraiment trouver de tout et n'importe quoi. Ça va toujours cibler à peu près la même audience. Mais ça va plus être vraiment juste de l'idée. J'ai l'impression que les gens utilisent Pinterest pour ça en organique. Genre s'inspirer. Même nous, je pense qu'on y a, pour décorer ce studio, on a dû passer par 2-3 épingles. Où, je connais pas forcément les termes. Mais on a dû taper genre studio de podcast ou décor ou fond de vidéo ou truc dans le genre sur Pinterest pour aller chercher de l'inspi. Je pense que c'est l'utilisation première et toi, du coup, ton rôle, c'est de détourner le regard de cette personne-là, et donc son attention, exactement pareil que sur d'autres plateformes publicitaires créatives. Là-dessus, c'est soit détourner ou justement se fondre dans la masse pour faire une publicité qui ne ressemble pas à une publicité. Et ça, typiquement, on le fait énormément. On accompagne les magasins But, typiquement, on vend beaucoup de canapés, tous ces produits-là. Et But, ils ont une grosse image de marque, etc. Mais il y a plein de créatifs qui marchent super bien. On ne met même pas le logo, on ne met même pas deadline. On fait juste vraiment des créatifs très statiques, inspirationnels, où la personne elle scrolle dans son feed et ne sait même pas que c'est une publicité. Et ça marche très bien. C'est super intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est vrai que sur Facebook, tu ne choisiras jamais la publication qui est au-dessus, en dessous de la tienne. La story qui est avant ou après ta publicité, là où toi, vu que tu sais exactement sur quel thème de recherche, par exemple, tu vas te positionner, si tu ne vises pas une audience, tu sais déjà ce qui va ressortir en résultat et donc tu es capable aussi d'adapter ta création. Est-ce que c'est un truc qui se fait beaucoup Ouais, là-dessus, en fait, on teste toujours des créatives différentes entre le ciblage par centre d'intérêt où c'est le home feed et le ciblage par recherche. Mais après, en termes de bonnes pratiques, il faut vraiment en A/B tester pas mal parce qu'on a quand même pas mal de bonnes surprises. Des fois, on s'attend à que ce soit une certaine créative qui marche et des fois, c'est complètement l'opposé. Donc, dès qu'il y a la possibilité de tester de la vidéo, du statique, du carrousel, on n'hésite pas parce que c'est vraiment des formats qui sont très variables et il y a certains formats qui cartonnent pendant que d'autres beaucoup moins. Ce que tu remets en question dans ces tests, par exemple, c'est vraiment tout le temps l'image ou la vidéo, donc la créative pure, plutôt comme tu l'as dit que le titre, la description, le call to action, tout ça c'est vraiment beaucoup moins mis en avant. Limite les gens cliquent sur l'image, ils cliquent même pas sur un bouton. Ils cliquent sur l'image, ouais, exact. Enfin, il y a un bouton qui se met juste en dessous et en fait, à peine la personne elle clique sur l'image, direct elle est redirigée vers le site. Mais ce qui est important à changer, donc on voit très peu de différence sur le copywriting. Donc il y a l'épingle, donc l'image où on peut mettre du texte dessus. Donc ça, c'est vraiment au montage sur Canva, Photoshop ou autre. Et après, il y a le titre qu'on met du coup sur le post, le titre du post. Donc ça, quand on fait des A/B tests sur le titre du post, ça ne change quasiment rien. Mais ce qui est important, c'est sur l'image. Là, on fait pas mal d'A/B tests et on teste avec appel à l'action, sans appel à l'action, avec logo, sans logo, avec headline, sans headline. C'est vraiment là que les A/B tests, le gros cœur des A/B tests se fait ici. Trop bien. L'A/B test fonctionne à peu près pareil que sur Facebook, c'est-à-dire que toi, tu vas lui donner assez de budget déjà pour qu'il puisse s'amuser et atteindre le niveau de données suffisant pour prendre ta décision. Et ensuite, tu vas faire quoi t'as des adsets, tu vas pouvoir diviser ton trafic vraiment sur la même audience avec des publicités similaires et une seule variable qui change dessus et récupérer l'info que tu veux. Exactement. Sur Facebook, on a les adsets. Sur Pinterest, ils les appellent les ad groups, mais c'est exactement la même chose. Donc ça, là-dessus, à l'intérieur des assets, on va pouvoir mettre des créatives. Donc souvent, on en met entre 3 et 5.
c'est les meilleurs nombres. Si on en met moins, ça va nous niveler vers le bas le potentiel justement de testing. Et si on en met trop, l'algo part vraiment dans tous les sens et pas assez performant. Donc c'est à peu près le nombre idéal. Okay. Et là-dessus, justement, on essaie de tester pas mal de variations. Et ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est que même si on lui donne un faible budget, vu que c'est une plateforme qui est créative, on arrive très vite à identifier ce qui marche le mieux ou non. L'algo, il est très fort sur cette partie-là, justement, à identifier les meilleurs créas. Pas besoin d'un gros budget, d'un gros volume au démarrage. Trop bien. Juste si on peut donner des chiffres en termes d'investissement journalier et de temps, tu peux avoir une réponse globalement tous les 3 jours, 4 jours? Ouais, en 4 et 5 jours à peu près. C'est un peu plus long que Facebook. L'algo, il est plus long au démarrage. Mais sur cette partie créative, c'est là où on a les premières datas. On va vite voir si le CTR, le taux de clic est bon et pas bon. Sans forcément mesurer, attendre d'avoir assez de transactions. Tu vas mesurer en te basant sur des événements qui reçoivent beaucoup plus de données. Donc ça, vu qu'on a un coût par 1000 impressions qui est à 1-2 euros. En moyenne, au global? Ouais, au global, c'est très faible. C'est quand même plus que 2-3 fois moins cher. Ouais, ça dépend des secteurs. Mais oui, globalement, ouais. Surtout la beauté, sur Facebook, ça dépasse facilement les 10 euros. Mais qu'en est-il de la qualité du trafic? Alors, tu peux me répondre, ça dépend de la qualité de ta créa et de ton message que tu es en train de diffuser. Mais quand même, à un même niveau, si je diffuse à peu près le même message ou même que j'ai validé mon marché depuis des années sur Facebook et que j'arrive sur Pinterest, je vais donc payer mon trafic moins cher. Admettons que j'ai une audience et que ça réagit. À quel point mon niveau d'éducation de ce trafic-là varie et mes performances aussi. Parce que juste pour finir ma question, j'ai entendu quand même que sur TikTok, pour à peu près le même argent investi, tu vas quand même souvent ramener beaucoup de trafic, mais moins d'interactions de personnes qui vont titiller ton bouton de carte, quoi. Ouais, bien sûr. Mais sur Pinterest, du coup, on a un taux de conversion qui est souvent moins important qu'un Meta ou un Google. Mais le trafic est moins cher, du coup ça se compense vachement. Donc là-dessus, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une déperdition. Après, ce qui se passe, c'est que le trafic, il est en phase d'inspiration. Il n'est pas exactement dans le même mindset comparé à un Instagram, etc. Les personnes sont en phase d'inspiration. Et ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut vraiment penser, c'est sur la partie, sur les top thématiques, admettons la déco, la mode, etc. Là, on a vraiment des personnes qui sont là pour s'inspirer, pour vraiment acheter derrière. Donc sur ces thématiques-là, c'est un peu moins vrai. On a des taux de conversion qui sont plus importants. Sinon, de manière générale, le taux de conversion est moins important, mais vu que le coût publicitaire est beaucoup moins cher, finalement, on s'y retrouve plutôt bien, quoi. Tu as des cas d'études où ça marche pas du tout sur Facebook, Instagram, et vous explosez tout sur Pinterest? Ouais, carrément. Typiquement, dans la beauté, il n'y a pas longtemps, on a accompagné une marque où on démarre sur... Enfin, ils sont sur Facebook, Instagram, ils galèrent, ils sont dans l'océan rouge avec vraiment tout le monde qui se fait la guerre. Et sur Pinterest, on est les seuls sur ce marché-là. Okay. Positionnement par mots-clés. Je prends l'exemple même pour une grosse marque, on accompagne pour justement de la pousse de cheveux, pour justement que les cheveux poussent, du sérum pousse, tout simplement. Et ça là-dessus, sur Facebook, il y a de la concurrence énorme de partout. Et sur Pinterest, il y a personne. Du coup, on cible tous les tutos make-up, tous les tutos coiffure. Pour justement cibler les filles le matin quand elles se maquillent ou quand elles regardent justement des tutos de coiffure ou des styles de coiffure, on puisse les cibler avec des produits similaires. Ok. C'est intéressant ce que tu dis du coup. Donc le fait qu'en moyenne, même si parfois ça marche mieux, parfois ça marche moins bien, peu importe, en moyenne, on ramène plus de trafic pour tirer autant de revenus qu'on va avoir sur Facebook, mais on va investir à peu près la même chose. C'est là où c'est important, alors vous le faites déjà sur la partie publicitaire, de découper vraiment vos analyses et ce que vous faites pour pas tout mélanger, parce que du coup, qui dit plus de trafic, dit un taux de conversion global sur votre Shopify qui va être un petit peu... tiré vers le bas et qui peut devenir inquiétant alors que les profits restent les mêmes. C'est là où c'est important, même ces stats on-site, de bien les découper et de bien diviser ton trafic ou ton taux de conversion entre les utilisateurs Facebook et les utilisateurs Pinterest pour comprendre et être capable de suivre l'intégralité de ton funnel. Est-ce que vous utilisez des outils hors Pinterest du coup pour mieux traquer vous avez des problèmes de tracking aussi comme sur d'autres plateformes? Là-dessus, Pinterest, côté attribution, en fait, on peut gérer les fenêtres de conversion. Donc, on peut voir si une personne a acheté à 7 jours, 1 jour, 30 jours pour les paniers moyens élevés. Typiquement, on regarde plus sur les fenêtres de conversion larges. Par contre, quand c'est des achats coup de cœur, etc., c'est plutôt fenêtres de conversion courtes. Donc là-dessus, on utilise souvent des outils externes comme Triple Whale, typiquement,
Mais sinon, après, rien qu'avec Pinterest, une fenêtre de conversion courte, on peut très rapidement voir ce qu'apporte réellement Pinterest. Et nous, on a des boutiques aussi où on fait que du Pinterest. Donc là, c'est assez facile de voir ce que ça donne en termes d'attribution. Et après, on sépare toujours les landing pages par source de trafic. Et comme ça, on voit très bien l'apport des différents canaux sur la marque, quoi. Ok. On va parler de landing page après. J'aimerais qu'on reste un peu sur la plateforme, même si c'est intéressant, les stratégies que vous avez après et l'endroit sur lequel vous redirigez. En tout cas, de ce que j'ai entendu de Pinterest, c'est vrai qu'on met toujours ou souvent une page tampon sur la première acquisition. Est-ce que si on reste, d'ailleurs, si on divise un petit peu cette première acquisition et les autres, il y a un retargeting qui est aussi puissant sur la plateforme? Ouais, très peu de budget à mettre du coup, parce que finalement les coûts sont très faibles encore une fois. Du coup, ouais, cette partie-là, on peut faire du retargeting du coup de visiteurs, d'AutoCart classique, et on peut faire du retargeting d'engagement. Donc si la marque a de l'organique, on peut recibler les personnes qui ont juste vu, interagi avec une épingle en fonction de ce qu'elles ont fait. Et ça, c'est très puissant aussi, de faire du retargeting d'engagement et pas que de visiteurs et de l'AutoCart. Donc c'est bien complet. Est-ce que tu conseilles de coupler toujours une stratégie publicitaire sur Pinterest avec une stratégie organique ou tu bosses avec des marques qui ont rien en organique? Non, là-dessus, en fait, c'est un peu la particularité de la plateforme, c'est qu'il y a quand même un bon pourcentage des personnes qui viennent voir le profil de la marque, qui ne cliquent pas sur la publicité avec une redirection site direct, mais qui cliquent sur le profil et après, du coup, qui naviguent entre les différents tableaux. Donc, on est sur une phase d'inspiration sur Pinterest. Il faut que les personnes puissent s'inspirer dans l'univers de la marque sur le compte Pinterest. Et ça, c'est super important pour garder de la trust. Enfin, ça, c'est le facteur confiance est ultra important. Donc, et donc, c'est pas un facteur confiance que tu vas chercher avec des grosses figures d'autorité ou voire même de la preuve sociale comme tu irais le faire sur ton site. Tu vas le chercher grâce à l'activité que tu crées dans la ligne directrice de la plateforme, quoi. Pour que en fait, l'image du compte Pinterest reflète l'image du site. En fait. C'est vraiment ça, que les deux soient ultra corrélés et que limite la personne comprenne tout sur le compte Pinterest. Parce que les personnes s'inspirent vraiment. Après, quand on arrive sur le site, on est plus sur la décision finale d'achat, quoi. Ok. Et donc, tu conseilles toujours une marque qui a une stratégie dominante en publicité sur Pinterest, de continuer toujours à pas forcément une grande fréquence organique. Ouais. Tu vois, c'est au moins mettre une bonne image de marque avec les tableaux, les épingles, et vraiment que tout soit clean et joli, parce que le facteur visuel est trop important sur la plateforme. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Donc, ça, c'est vraiment la partie juste image de marque. Après, on peut le faire vraiment en mode 80-20 et mettre les différents tableaux en une demi-journée, tout est fait, tout est bien clean. Mais c'est le minimum à faire pour avoir de la bonne performance en ads derrière. Est-ce que ce que tu dis, c'est vrai que pour le marché français ou même aux US et tout, etc., qui ont quand même des méthodes marketing beaucoup plus agressives et beaucoup plus dégueulasses si on les regarde genre juste d'un point de vue visuel pur. Est-ce que c'est vrai aussi sur d'autres marchés? Cette stratégie, même tout le monde l'applique déjà aux États-Unis à fond. Il y a quelques profils où ils y vont vraiment de manière assez brutale, etc. Ils sont prêts à avoir de la déperdition côté retour sur investissement, même s'ils ne travaillent pas la stratégie organique. On sait qu'on a une déperdition, après on peut faire sans. Mais voilà, pour maximiser les chances de réussite et partir sur de gros retours sur investissement, c'est toujours idéal de partir sur une strat complète et peu importe le marché. Incroyable. Je t'ai bombardé de questions. Écoute, c'est plutôt clair. À quel point, tu vois, tu mets le pied quand même sur un BM Facebook la première fois, tu as un peu mal au crâne, tu vois. Il faut configurer ton pixel, tes audiences et tout le bordel, ton tracking, tout le monde se casse un peu la tête. Encore aujourd'hui, c'est un peu facilité avec les canaux. À quel point, du coup, on est sur la même première impression sur Pinterest? Sur Pinterest, c'est un peu quand même un Facebook assez simplifié. C'est pas Google, c'est encore pire. Mais non, Pinterest, c'est bon, il reste une partie technique qui est assez importante. C'est quand même une plateforme un peu de techniciens. Mais globalement, c'est quand même, la présentation, etc., elle est assez digeste. Et ils ont essayé de mettre quelque chose de plus en plus visuel avec des interfaces qui sont assez simples, épurées. On n'est pas sur quelque chose qui est assez vieillot. Donc là-dessus, ça va. Après, comme chaque plateforme publicitaire, si on veut optimiser, ce qui est sûr, c'est qu'il faut passer par la partie création d'audience et pousser un peu la chose, quoi. Et est-ce qu'on est dans un game dans lequel, pour durer, il faut renouveler de la créa au quotidien, ou c'est plus facile de trouver une créa evergreen que tu vas garder longtemps dans l'année? Ça, là-dessus, ça peut être l'une des problématiques de TikTok. On se dit il faut souvent renouveler, etc. Sur Pinterest, la différence, c'est au niveau du feed. On est sur un feed avec 4 à 6 épingles les unes à côté des autres sur mobile, et sur ordi, c'est encore pire. Il y en a encore plus. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au côté épuisement publicitaire, nous, on a des créas qui tiennent depuis 12-18 mois.
sans épuisement publicitaire. Donc ça, là-dessus, on essaie de... C'est lié à la créa, mais c'est aussi lié, je pense, à la profondeur de l'audience. Ouais, aussi. C'est lié aux deux, mais même le fonctionnement de la plateforme, l'épuisement publicitaire, il est quand même assez... Enfin, il prend du temps parce que les personnes voient vraiment plusieurs épingles les unes à côté des autres. Donc là-dessus, on ne ressent pas tellement, franchement. La répétition, tu parles. Ouais. Mais côté répétition, nous, on fait de gros switches de créa souvent entre 2 et 3 semaines où il y a quand même un gros renouvellement. Mais c'est pas tant énorme que ça par rapport à d'autres plateformes. Okay. Et c'est pas quelque chose qui nous bloque à chaque fois. Donc on arrive toujours à... C'est quand même intéressant parce qu'une bête de barrière à l'entrée aujourd'hui, si on veut faire du Facebook Ads, et je parle pas juste d'un testing de marché, genre Facebook Ads, quand ça devient ta source d'acquisition principale que Facebook Ads coupe et que tu perds 50% de ton business, tu deviens indirectement un créateur de contenu quotidien. Faut être capable d'alimenter en continu. Et ceux qui réussissent le mieux sur la plateforme, même après des années, c'est ceux qui balancent le plus de créa en test. Est-ce que c'est une vérité aussi sur Pin? Cette partie testing, elle est obligatoire, ça c'est sûr. Après, à une fréquence, encore une fois, au plus on en a, au mieux c'est. Et ce qu'il faut, c'est mettre un minimum de volume, prendre des coûts publicitaires qui sont assez faibles. Donc, au plus on a de créa, au plus on va pouvoir aller loin dans ce testing-là. Après, on voit très vite si une créa va bien marcher, pas bien marcher. Donc, même à une échéance, comme je l'ai dit juste avant, 4-5 jours, on peut vite couper, faire des transitions, etc. Mais dès qu'on a une créa winneuse, qui marche bien, vraiment on va la garder dans la durée. Donc le but ça va être de stacker les créas qui marchent et qui performent super bien. Donc là-dessus, après, quand on a des créas gagnantes, le but c'est de les faire durer, tout comme les campagnes. Une fois qu'on a une campagne qui marche bien sur Pinterest, on va pas essayer de la faire x10 sur le budget directement. On va plus faire tout ce qui est duplication, et derrière quelque chose qui performe bien, on le garde sur le long terme pour vraiment avoir... En fait, c'est vraiment une mentalité long terme. On essaie de capitaliser sur ce qui marche, et derrière, on touche plus, on passe au suivant, et on monte bloc par bloc. C'est surtout ça. Énorme. À quel point tes blocs peuvent s'écrouler? Tout ce que tu fais, c'est vraiment solide, cette strate de duplication, où il y a un moment, tu peux repartir, peut-être c'est une autre notion, mais en apprentissage et en phase de redécouverte de ton audience, enfin de ton adset publicitaire complet, quoi. En fait, les blocs, pourquoi on les crée, c'est que Pinterest, au niveau des budgets, au niveau des changements, dès que tu fais un changement dans la campagne, dès que tu fais un changement au niveau des budgets, l'algo, il encaisse mal tous ces changements. Donc, le fait de ne pas toucher, ça va permettre justement d'avoir cette certaine stabilité et d'empiler les différents blocs. Ce que tu veux dire, c'est tu as une campagne qui fonctionne super bien. Au lieu de doubler son budget, tu dupliques la campagne avec un budget similaire. Et tu vas tester un autre centre d'intérêt, de nouveaux mots-clés, de nouvelles créatives. C'est du scaling plus horizontal, quoi. Ok, j'entends. Ce qui peut être quand même complexe, surtout quand on a envie de passer de petits budgets de testing à un budget plus gros parce qu'on a tous les signaux verts. Tu conseilles quand même pas d'aller augmenter son budget à l'intérieur de la campagne? Nous, de notre côté, tu vois, pour des comptes où on est à 500, 600 euros par jour, on est entre 20 et 25 campagnes. Même sur des grands comptes où on a beaucoup de choses. En fait, on a beaucoup de choses à tester et on veut pas que un changement chamboule tout. Du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup les fondations que tu as du temps à construire et c'est ça. En fait, la subtilité sur Pinterest, c'est que c'est long à démarrer. Donc, il y a toujours cette grosse phase d'apprentissage où tout le monde se casse la gueule. C'est assez difficile. Mais une fois que tu l'as passé, derrière, c'est top. Tu as vraiment un boulevard devant toi. Donc, en fait, dès que tu as un algo chaud, ce que tu vas essayer de faire, justement, c'est stacker des campagnes, les faire chauffer au fur et à mesure et monter la pyramide petit à petit. C'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir sur la plateforme et c'est ce qu'on fait à chaque fois. Ok. Putain, c'est super intéressant. Et du coup, tu m'as parlé des marques qui pouvaient avoir une typologie de produits qui match avec la plateforme. Qu'en est-il de celles qui n'en ont pas du tout? Celles à qui tu déconseilles même de se lancer justement sur Pinterest? Perte de temps, les gars, allez ailleurs, quoi. Ouais, perte de temps, c'est tout ce qui cible les hommes directement en frontal. Pour moi, le marché n'est pas encore assez éduqué. Aux US, ça commence. C'est encore assez léger. Donc là-dessus, faut vraiment... pas se focus sur Pinterest s'il y a une audience majoritairement masculine. Après, en termes de secteur, non, c'est surtout ça. Franchement, c'est surtout ça. Et après, si c'est en ligne, c'est toujours mieux dès que c'est de l'e-commerce. Si c'est hors e-commerce ou de la génération de leads, c'est encore tôt sur Pinterest. J'y pensais aussi, parce qu'on a parlé de la typologie de produits, mais admettons que je fasse du produit physique, mais que j'ai un funnel qui passe par un diagnostic, par exemple. Tu parlais de produits capillaires ou un diagnostic ou même un e-book à télécharger, un truc dans le genre. Justement, ça, c'est des strates qui... en fait, l'algo, il est très long à chauffer là-dessus. Ça se fait.
Nous, on y arrive. Pourtant, tu es censé quand même recevoir plus de données, de leads que d'achats, tu vois, techniquement. Ouais, mais t'as pas la donnée... en fait, l'algo, il est tellement calé au pixel au niveau de toutes les pages visites, add to cart, page produit, enfin tout ça, et derrière tout le funnel, il est tellement optimisé pour ça que la partie lead, c'est pas encore... Et la plateforme, les personnes, quand elles viennent sur Pinterest, elles sont plus dans une partie, justement, achat en ligne que remplir son email, etc. C'est vraiment le mindset qui est un peu différent. On est dans cette phase d'inspiration. Et je pense que c'est principalement dû à ça. Donc, on a testé sur pas mal d'acteurs. Okay. Ça marche bien dans le développement personnel, pour de l'e-book, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ça dépend des secteurs et ça peut être un peu touchy et long à chauffer. Surtout ça. Trop intéressant. Parce que tu vois, genre, je réfléchis aussi aux strates publicitaires de nos clients. Typiquement, nous, quand on fait du CRO, on travaille quand même beaucoup avec du trafic qui vient de Facebook. On est habitué à ce genre de trafic sur les marchés francophones. Et parmi ce trafic-là, il y a toujours quand même un cœur de trafic qui est très fort, qui est très puissant, qui est éduqué par la créa et qui est prêt à acheter au moment où il arrive sur le site. Donc c'est le trafic avec lequel on adore travailler, surtout en début de collaboration, parce que c'est chez lui qu'on va aller chercher du résultat. C'est plus facile de faire en sorte que cette personne-là achète plus, VS de convertir le segment de l'audience qui est beaucoup plus réticent et qui a besoin encore de beaucoup plus de répétitions sur la marque, de temps, de points d'éducation ou d'autres objections à péter. Et à quel point tu retrouves ce cœur d'audience sur Pinterest qui est déjà éduqué et qui est déjà chaud pour c'est pas la majorité du cœur d'audience sur Pinterest par rapport au mindset des utilisateurs qui sont en phase d'inspiration. Donc ça, c'est malheureusement le cas. Par contre, en fait, ce qui est ultra important sur la plateforme, c'est de booster toutes ces campagnes de retargeting. On sait qu'il y a très peu de personnes qui vont acheter sur le premier touchpoint. Mais par contre, justement, sur le deuxième, troisième... Tu crées cette fameuse pyramide. Exactement, ouais. C'est vraiment ça où on va vraiment booster ces campagnes-là. C'est un filtre qui est naturel, où la personne elle est un peu en amont. Même, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour planifier des projets, planifier un mariage, admettons. Donc on est vraiment sur cette phase en amont. Du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à vraiment bouiner sur la partie retargeting, parce que c'est là où la majorité du cash qui va se produire, où on a le premier touchpoint, et derrière on va maximiser tous les futurs touchpoints. Donc c'est un achat qui est souvent un peu plus réfléchi, mais c'est pour ça que pour des paniers moyens plus importants, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ok, d'où l'importance et donc la transition vers cette partie plus landing page. Alors certes, on la retrouve énormément sur Meta, il n'y a pas à dire, mais sur Pinterest, j'ai entendu beaucoup parler d'advertorials, voire même de vrais landings qui sont centrés sur l'éducation pure du produit et le côté autorité justement de cette marque. Vous, c'est un indispensable ? Ça dépend des marchés, clairement. Dans de la décoration ou dans de la mode, pas du tout. On va plus rediriger page de collection. Parce qu'en fait, les personnes s'inspirent sur Pinterest. Le but, c'est qu'elles s'inspirent encore sur le site. Donc là, on va rediriger sur de la page collection. Les personnes peuvent s'inspirer sur le site pour vraiment continuer et avoir une fluidité dans la navigation. Par contre, pour de la beauté ou des secteurs justement où il y a un avant-après ou autre, on peut vraiment appuyer sur les éléments marketing. Là, c'est à privilégier sur l'acquisition. Par contre, sur toutes les campagnes de retargeting, plus redirection page produit. Ok, clair. Et tu as des bonnes pratiques justement sur les pages de collection sur lesquelles tu rediriges, parce qu'à mon avis, tu bosses jamais avec les mêmes niveaux de sites et tu as des pages de collection qui quand même sont soit grandement négligées, soit qui manquent d'informations cruellement, sur lesquelles tu peux pas, par exemple, voir l'intégralité des visuels de produits, sur lesquels tu as un titre mais qui exprime pas clairement la différence entre tous les produits qui sont listés. Parfois, c'est peut-être, je pense, la meilleure position pour toi, et encore, c'est juste des variantes éclatées sur la page de collection. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques chez vous ? Là-dessus, surtout la grande bonne pratique, c'est quoi ? C'est que les personnes aient vraiment un visuel inspirationnel. C'est vraiment ça. On évite vraiment l'image packshot fond blanc. C'est surtout ça. Vraiment, même s'ils sont qualitatifs. Même s'ils sont qualitatifs, vraiment, en faisant les A/B tests, c'est surtout ça qui fait la différence. C'est vraiment l'aspect visuel quand on arrive sur la page. Et après, un peu de texte qui met en contexte sur le haut de la page. Ça, c'est vraiment top pour faire une transition et pas arriver direct brut sur les produits. Principalement ça, mais c'est limite ça qui fait vraiment plus la différence que pouvoir pivoter sur les variations, etc. C'est vraiment le visuel qui va vraiment faire la différence, que les personnes sur Pinterest sont vraiment là pour ça, pour trouver du beau visuel, etc. Et donc, on teste vachement, même sur les pages produits, différents premiers visuels pour qu'ils soient vraiment en corrélation avec la publicité et qu'il y ait une cohérence au global. Ok. Et profondeur de catalogue énorme ou pas, peu importe.
À partir du moment où tu as structuré aussi ta navigation de manière efficace, tu vois pas trop de... Les personnes vraiment vont scroll beaucoup sur le site, sur Pinterest. Même les advertoriaux, tu vois, typiquement, ils vont vraiment tout en bas. Parce que les personnes scrollent beaucoup sur Pinterest, donc le scroll, il suit sur le site. Donc là-dessus, sur des catalogues... c'est des scrollers, quoi. Ouais, franchement, c'est des scrollers, ils fouillent. Vraiment, c'est des personnes qui sont très curieuses. Ce qui, pour avoir bouffé des heatmaps ou même des niveaux de scroll, est moins le cas sur d'autres plateformes. Ouais. Mais parce que j'ai l'impression aussi que les utilisateurs de Pinterest, de ce que j'entends et de ce que je comprends, ils ont plus le temps. Ils prennent plus le temps, en tout cas. On va pas sur Pinterest 3-4 fois par jour, tu vois. On y va en fin de journée, on a du temps. On a 30 minutes pour vraiment s'inspirer, pour planifier un peu le futur. C'est un temps de session qui est différent. À un moment où on est plus posé, on n'est pas sur un réseau social, on va chercher à voir la vie de nos amis, etc. On est vraiment sur quelque chose plus où on est dans une phase un peu plus introvertie, où on regarde, on s'inspire justement pour soi, pour planifier ses plus. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction au final sur la plateforme. Il y a très peu de likes, il y a très peu de personnes qui s'abonnent. Même sur des comptes, le compte le plus gros sur Pinterest ne doit même pas avoir 1 million d'abonnés, ou ça dépasse juste les 1 million d'abonnés. Alors que sur Instagram et autres, ça dépasse les 100 millions assez facilement. Ça se rapproche au final d'un... C'est personnel à la Spotify, quoi. Je construis ma playlist d'inspiration, etc. C'est un Google Images amélioré aussi, dans ce sens-là. J'ai envie de dire, de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, peu importe les strates, c'est le truc le plus important à comprendre. Parce qu'une fois que tu comprends la manière dont les utilisateurs interagissent avec la plateforme, t'en sais beaucoup plus sur qui ils sont et leurs habitudes, et tu es aussi capable d'adapter ton funnel et les étapes d'après par rapport à ça, quoi. Mais ça, c'est horrible parce qu'il y a plein de personnes qui se disent bon, je vais lancer mes publicités de méta, je vais toutes les mettre sur Pinterest, et derrière, sans capter vraiment le fonctionnement de la plateforme. Et c'est là la grosse erreur, c'est que le mindset des personnes est différent. Donc les publicités sur lesquelles justement on va appuyer doivent être différentes. Et là-dessus, au démarrage, on aime bien quand même tester ce qui a bien marché sur Facebook, sur Pinterest, voir ce qui marche. Bien sûr, ça te donne aussi un point de référence. C'est ça, un point de référence. Mais par contre, une fois qu'on l'a et qu'on arrive justement et qu'on a un peu de temps, derrière à M+2 ou M+3, on arrive facilement à avoir justement des créatifs qui sont complètement différentes et taillés pour la plateforme, quoi. Là où le mec qui duplique bêtement, bêtement ou pas d'ailleurs, c'est créa Facebook, il va juste aligner son CPM de chaque côté, son CPA et ses stats, il va dire Pinterest c'est de la merde, c'est pas fait pour moi. Ce qui est dommage. Mais je t'avoue que maintenant, en tout cas grâce à ça, je comprends en tout cas beaucoup plus en détail la plateforme et justement les spécificités de cette plateforme. Est-ce que tu saurais en citer d'autres aujourd'hui par rapport à ce qu'on connaît? Comment ça au global, sur son fonctionnement ou les choses à connaître quand on s'aventure quand même sur le Pinterest au global? Alors, ce qui est important, juste pour revenir au niveau de l'image de marque, ce qui est important, ce que j'aime bien donner en point de référence, quand on se dit, bon, sur Pinterest, ok, mais s'il faut avoir une stratégie organique, ça peut être long, etc. Ce qu'il faut au minimum, c'est 5 tableaux. Donc, les tableaux, c'est les catégories dans lesquelles les personnes classent les épingles. Donc, ce qu'il faut sur le compte, c'est 5 tableaux qui reprennent les top catégories du site internet, tout simplement. Et derrière, à l'intérieur, mettre entre 5 et 15 épingles pour le fournir au minimum. Tu as un exemple, donc un tableau, c'est une collection. Une collection, ouais, exactement. Donc, admettons, tu as une marque de décoration, ça peut être il peut y avoir un tableau meuble, un tableau canapé, un tableau table, etc. etc. Donc, le but, c'est justement de fournir dans le tableau canapé, mettre des images de canapé en contexte. C'est ça qui est important. Et après, un petit tips 80-20, parce que là, on a beaucoup parlé des créatives, etc. Mais c'est toute la partie shopping. C'est ultra important d'upload son catalogue produit. Ouais, très juste. Parce que derrière, il va se positionner. J'entends même que c'est un des premiers trucs à faire, même quand tu n'as même pas tes campagnes, tu t'y intéresses même pas. C'est si tu as 500 produits, ce qui va se passer, c'est que tes 500 produits vont arriver directement dans Pinterest en organique. Donc, ça va même pouvoir driver du trafic. Et c'est impressionnant, même sur des marques de décoration qui font rien sur Pinterest en publicité, ne serait-ce qu'en organique, ça drive pas mal de ventes. Sur des personnes qui sont en intention, parce que c'est des personnes qui s'inspirent sur des visuels similaires. Prenons l'exemple de ce verre. Ce qui se passe avec ce verre, c'est qu'une personne va voir ce verre-là, elle va pouvoir cliquer sur le verre et voir tous les verres similaires, à quel prix ils sont, est-ce qu'ils sont en stock, sur quel marketplace, sur quelle boutique. Et en fait, les personnes peuvent comparer en fonction du style, acheter le meilleur. Incroyable. Et vu que c'est des personnes qui sont qualifiées, en vrai, le facteur prix, il n'est pas si important. C'est vraiment le design et comment il va être. Pour l'exemple du ce qu'on recherche, carrément. Même, tu vois, moi, la chaise sur laquelle tu es assise, on l'avait en tête.
Et peu importe le prix où elle coûtait, on savait que c'était ce qu'on voulait pour habiller le studio et on l'a recherché sûrement par les mêmes moyens. Donc tu as parlé de la manière dont on structure son compte. D'ailleurs, tu as parlé de la manière dont on structure son compte en organique et donc de la partie, shopping. J'allais dire Performax, mais shopping. Comment on fait quand on a peu de produits ? Un petit catalogue, un monoproduit ou... Yes, là le but du coup ça va être de créer cette première base de 5 tableaux, 5 épingles. Donc le but c'est tous les shootings, photos, etc. Essayer de bien montrer l'image de marque. S'il y a pas assez... Les catégoriser. Ouais, les catégoriser ou sinon, si je prends l'exemple du sérum pour les cheveux, l'exemple dont je parlais juste avant, ce qu'on peut faire c'est prendre un tableau, créer un tableau par rapport au style de coiffure, style de coiffure tout simplement, et tourner autour de la niche et de la thématique. Type de cheveux. Exactement. Par exemple. Type de cheveux, ou... style de coiffure, tuto coiffure matin, j'en sais rien. En fait, tourner vraiment autour de la thématique et pas être trop centré produit. Pour vraiment créer un univers, quoi. Ouais. Et ni même vente, quoi. C'est pas sur Pinterest, tu vas mettre une catégorie avis client. Non. Enfin, tu peux, mais c'est pas le top. Ça, c'est un tableau à mettre dès que tu en as, 15-20, c'est un tableau que tu t'ajoutes, tu vois, ou notre histoire, tu vois, ça. C'est des tableaux vraiment secondaires, mais c'est pas les premiers à mettre, ça, c'est sûr. Ok. À part le shopping du coup et bien structurer son compte en organique. Après, ce qui est important, c'est au niveau des créatifs, vraiment mettre de la créative qui est quand même verticale, parce que les créas carrés performent vraiment pas. C'est de la perte d'argent de faire ça. Quoi d'autre ? Non. Enfin, vraiment mettre un point d'attention sur le retargeting, encore une fois. Même si on fait que du Pinterest, etc., c'est ultra important. Parce que, encore une fois, il faut plusieurs touchpoints. Le niveau d'engagement des personnes qui sont dans une phase d'inspiration, il faut vraiment les retargeter. Des fois, c'est juste pas le bon moment, donc il faut sans cesse les retargeter. Sur des faibles budgets, ça suffit. Et c'est important de faire un bon split pour vraiment, en fonction du niveau de conscience, mettre le bon message devant la bonne personne. Tu recommandes du coup à toutes les personnes qui ont une audience féminine qui rentrent dans les cases qu'on a citées juste avant d'y aller et de tester pour voir quand même s'ils ont une preuve de marché ou s'il y a une place pour eux sur cette plateforme du coup. Ouais, complètement. Et dans un premier temps, ce que je conseille, c'est de regarder sur Pinterest Trends aussi les volumes de recherche liés à la thématique, voir ce que ça donne. Et sur le marché US, ce qui se fait, parce que sur le marché français, il n'y a pas grand-chose. Mais sur le marché US, ils sont beaucoup plus développés. Tu tapes tes mots-clés, tu regardes déjà la créa aussi. C'est le premier step. Et dans tous les cas, ce qui est intéressant aussi avec Pinterest, c'est que les publicités, elles se font vraiment dans le feed. Donc, on peut les identifier en tant qu'annonceur, on les voit bien. Mais ce qui est intéressant, c'est pour faire une analyse de marché, on peut vite taper les top mots-clés comme sur Google et voir qui est positionné. Donc, ça se fait super bien. Donc, aux US, mettre un VPN et c'est parti. On a un bon aperçu. Tu as un budget en tête ? Est-ce que c'est relatif aussi à ton AOV ? Pas forcément. Sur du high ticket, bien sûr. Ouais. Sur du high ticket, bien sûr. Mais sur un panier moyen, prenons un exemple à 50-60 €, ce qui peut être une moyenne assez classique. Ce que je recommande, en minimum, il y a vraiment cette possibilité sur Pinterest où il y a beaucoup de personnes qui performent super bien, qui démarrent à 5 € par jour. Okay. C'est vraiment le minimum. Ouais. Après, ce que je conseille, c'est entre 15-20 € par jour au démarrage. Ce qu'il faut surtout, c'est pas cramer beaucoup de budget publicitaire, parce qu'on sait que la phase d'apprentissage est longue sur les 7-10 premiers jours. Donc avec Julie, on avait démarré sur des petits budgets. On le sait, sur Pinterest, les 7-10 premiers jours, ils sont vraiment nuls. Même si tu scores déjà sur les autres plateformes, tu vas quand même conseiller de démarrer tranquille à 15-20, ça va tâter le terrain. Quoi. Parce que nous, super intéressant ça. On a déjà démarré, on est parti sur des comptes à 300-400 € par jour. Ça sert à rien, parce qu'en fait, l'algo va vraiment tester différentes poches d'audience. Et peu importe le budget, bon, il y a un minimum quand même, mais il ne va pas avoir un gros gap. Donc autant démarrer, chauffer l'algo, et dès qu'il a identifié les bonnes poches d'audience et qu'il commence à cerner un peu le mécanisme du site, etc., et ce qui fonctionne, derrière, l'amplifier avec du budget supplémentaire. Okay. On peut quand même arriver à dépenser des dizaines de milliers d'euros dans le mois sur Pinterest ? Oui, bien sûr. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Même milliers d'euros par jour, il n'y a pas de souci. Okay. Après, tout dépend du secteur. Il y a des secteurs qui sont... Enfin, la décoration, on va pouvoir se régaler parce que c'est un secteur large. Après, des secteurs plus éducatifs, etc., ça dépend vraiment des niches. Il y a des niches qui sont plus restreintes que d'autres. Ça peut être lié aussi au nombre de personnes qui tapent des mots-clés reliés à ça sur Pinterest. Donc, il y a des niches très larges, d'autres un peu plus restreintes. C'est pour ça que Pinterest Trends, c'est top pour analyser ça. Mais bon, trop bien.
Ce qui est intéressant, pour monter sur des niveaux à 300-400 euros par jour, quasiment tous les produits peuvent y aller tant que ça cible une audience qui est majoritairement féminine. Ok. Avant de le faire, tu sauras évidemment si tu as déjà ta place sur la plateforme. Et donc, si on fait le calcul au global, aujourd'hui, si je comprends bien, je suis une marque, j'ai 500 000 euros de budget, j'ai ma réponse. Oui, clairement. Tu peux vraiment tester Pinterest et avoir le cœur net au bout d'un mois. Ce qu'il faut juste, c'est pas faire un test. En fait, il y a beaucoup de marques qui font un test sur une semaine. Il faut avoir autant de budget que de variation en termes de créa. Il ne faut pas non plus se baser sur... Ouais, c'est ça. Après, il y a beaucoup de marques qui testent la plateforme. La majorité des marques testent la plateforme sur 5-6 jours. Et derrière, elles abandonnent parce qu'elles voient des perfs qui sont pas bonnes. En fait, c'est juste qu'elles sont en pleine phase d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment le cas typique. Donc, il faut vraiment éviter ça. Faut vraiment éviter ça. Quitte à mettre des budgets moins importants, mais le lisser sur au moins un mois. Et après, on a toujours des résultats. On le voit, souvent, la première semaine, c'est pourri. Après, ça prend et ça décolle petit à petit. Voilà. Ça, et toi, avec le temps, t'es là un peu, tu rassures. Ouais, on le sait, on le sait. Mais on le prévient tout le temps. Autre cas client, c'est que généralement, même sur Facebook, on a plus l'habitude de se dire j'ai un budget publicité mensuel de temps et pas un budget de test sur lequel je suis prêt à investir plus si j'ai des résultats positifs. Ça aussi, je pense que tout comme dans n'importe quelle plateforme publicitaire, il faut réussir à se décontracter avec ça, définir un budget de test et un fonds de roulement sur lequel tu es capable d'appuyer si tu as des résultats qui sont positifs. Donc, basé, encore une fois, toujours pareil, tu calcules, toi, ton break-even. Oui, c'est ça, exactement. Après, voilà, quand on est sur une marque où il y a un bon produit de market fit qui est bien validé, etc., on sait que ça va quand même prendre. Donc là, on peut démarrer légèrement plus fort. Mais globalement, le premier mois, en moyenne, sur les marques qui ont bien validé leur produit de market fit, on est entre 3 et 5 000 euros de budget pub à peu près. Alors que sur Facebook, ils peuvent démarrer beaucoup plus fort. Sur d'autres plateformes aussi. C'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est intéressant la vision. Tu as dit un truc qui est super intéressant. C'est un peu comme si tu ne te donnais pas le droit à l'échec. La marque, elle a réussi. C'est sûr et certain qu'il y a une place pour elle sur Pinterest. Si au bout de 2 semaines, 3 semaines, ça ne marche pas, t'inquiète pas, on va continuer à itérer. Faites-moi confiance, on va y arriver. Et cette vision, du coup, tu l'as avec tous tes clients. Ouais, c'est ça. Après, avec les clients, on sait qu'il y a un attrait avec Pinterest, où on fait toujours une grosse analyse de ce qui a été fait, etc. C'est surtout ça qui est important. Ouais, parce que vraiment, il y a des marques, on sait qu'il y aura plus de difficultés que d'autres. Il y a des secteurs qui matchent ultra bien. Et il y a des clients, on fait que du Pinterest. Donc ça, là-dessus, justement, c'est une prise de risque qu'on prend. Mais en soi, quand on est dans les top thématiques, il y a un boulevard. Et même dans ces top thématiques, vraiment, il y a des grosses marques qui ne sont pas présentes. Même L'Oréal, Chanel, etc., ils font quasiment rien sur Pinterest. Des grosses marques dans la beauté qui dépensent des millions, voire dizaines de millions par mois, ils font quasiment rien sur Pinterest. Donc il y a de belles places de marché à prendre, quoi. Ok. Ouais, ils font rien sur Pinterest, mais on les voit partout. Mais tu as raison, on les voit partout sauf là-bas. Et c'est une place à prendre parce qu'aujourd'hui, tu as d'autres acteurs qui comblent le même besoin au global. Et ce qui est trop bien, c'est que vraiment, sur Pinterest, les personnes ne tapent pas des noms de marques. On ne va pas taper sac à main Louis Vuitton, typiquement. On va taper sac à main luxe noir, très large. Et derrière, on s'inspire. Donc sur Google, il y a beaucoup plus ce phénomène. On tape le produit plus le nom de la marque derrière. Et sur Pinterest, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment de l'inspiration. Donc ça, là-dessus, se positionner devant des gros mastodontes comme ça se fait super bien, contrairement à d'autres plateformes. Ok, donc tout le monde est à sa place. Ceux qui n'ont pas de business encore, comme ceux qui ont déjà une preuve de marché ailleurs, comme les grands groupes ou les personnes ou les boîtes qui sont déjà installées, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Il y a de la place, ouais. Clairement, il y a de la place. Après, voilà, c'est un marché qui est pas encore saturé. Je pense que dans les années à venir, ça changera, où il y aura de plus en plus d'acteurs. Là, pour l'instant, il y a encore pas grand monde. Même sur des gros pics de saisonnalité, sur les journées du Black Friday, etc., les coûts bougent quasiment pas. Mais je pense que d'ici 1 an ou 2, ce sera plus la même. Même moi, je commence à voir une petite augmentation petit à petit. Mais je pense que ce qui est normal. Mais ce qui est normal, et puis ça veut aussi dire que d'un côté, en interne, ça peut être justifié aussi par le fait que l'algo s'améliore.
qu'il est plus habitué qu'à ce fameux funnel Shopify, add to cart, checkout, etc., qui sera plus performant en campagne de lead, que le trafic sera encore plus qualitatif, que tes pubs seront mieux positionnées, il y a sûrement d'autres formats aussi qui risquent d'apparaître. Donc dans tous les cas, c'est encourageant. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est à quel point justement cette plateforme te laisse faire des choses là où tu as quand même Facebook qui a restreint à mort, et tu as quand même une professionnalisation de ouf qui s'est fait sur Facebook Ads ces dernières années, qui est dû au fait que Facebook doit protéger ses utilisateurs. C'est sûr que t'es ma mère, tu as l'habitude de cliquer sur n'importe quelle campagne, acheter n'importe quelle connerie. Si tu me regardes, salut. Mais c'est sûr que si les 3 derniers achats que tu as fait sur Facebook, c'était un scam, tu n'as rien reçu, et en fait, tu vas même plus faire confiance globale à Facebook. Est-ce qu'on est dans une situation dans laquelle on peut encore tout faire sur Pinterest ou Il sert de plus en plus les vices là-dessus, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur Facebook, il y a eu beaucoup de blocages, et il y en a toujours actuellement énormément. Sur Pinterest, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais mes produits sont bloqués sur Facebook, je vais basculer sur Pinterest. » Il y a certains c'est vrai qu'il y a eu une trend à l'époque. Ouais, franchement, tu balances ton tout le monde Pinterest, les gars. C'est exactement ça, donc ils font de plus en plus gaffe. Après, ça reste toujours plus soft que Facebook. Après, il y a des thématiques comme la perte de poids, le CBD, etc. Peu importe ce qu'on fait, c'est des thématiques qui sont bloquées de base sur Pinterest. On peut rien faire là-dessus. Mais sinon, après, il y a de la marge de manœuvre qui est plus importante par rapport à Facebook. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bon support client. Donc, mine de rien, on peut leur demander à faire appel parce qu'il y a le robot qui passe, qui analyse tout ça. Et derrière, on peut faire des demandes d'appel de créative si jamais le robot s'est planté. Ça arrive. Même si tu spends peu. Ouais. Alors, franchement, c'est ça qui est fort. C'est que même si tu spends, admettons, à partir du moment où tu as dépensé à peu près 200 €, tu as une personne de chez Pinterest qui peut te contacter. Faut faire attention aux conseils parce que des fois ils sont vraiment on les connaît, les conseils Google, Facebook. Ouais, c'est ça. Mais par contre, pour cette partie déblocage, ils peuvent faire quelque chose et il faut les utiliser là-dessus, quoi. Ok, ouais, parce que souvent, du coup, si j'entends bien, c'est plus la faute de la machine qu'une vraie raison justifiée. Sauf si c'est une raison, sauf si vous êtes dans les thématiques red flag. Après, généralement, tu te fais bloquer. Toi-même, tu sais si de base, tu as un peu fait de la sauce ou pas trop. Méfie-toi parce que le CBD, on voit de plus en plus de campagnes, alors aux US 100%, mais commencer à arriver en France et stabiliser du trafic sur ces plateformes plus créa. Et ça débloque quand même beaucoup de choses pour cette industrie qui était limitée aux affiliés ou à l'organique, quoi. Ouais, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant sur Pinterest, même la perte de poids sur Facebook, elle passe. Sur Pinterest, ils ont plus cette notion d'inclusivité, cette notion aussi de mindset positif, pas dénigré, etc. Donc il y a certains secteurs comme ça où il faut faire attention, mais voilà, sinon ça reste très minime en termes de blocage, ça va, il y a de quoi faire. C'était super intense, intéressant et instructif. Voilà. C'est 3 mots qui commencent par I, que j'ai sorti de mon chapeau comme ça, mais qui résument bien cet épisode. Est-ce que tu as peut-être une dernière pépite à ajouter, un petit tips pour les personnes qui écoutent cette vidéo? Je sais pas, un petit tips. Libre antenne. Bon, allez, celui-là, je le partage. Ouais, allez, un que je partage pas trop. Nous, on a vu une grosse différence. Encore une fois, quelque chose d'assez technique, mais... Pour les personnes du coup qui ont un flux shopping assez large, donc dès que ça dépasse les 50 produits, c'est vraiment ultra intéressant sur Pinterest. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut... Ah oui, donc tu disais qu'il y a quand même de la place. Il y a de la place pour les deux, mais dès qu'on commence à avoir une grosse profondeur de catalogue, c'est... encore plus puissant, ouais. Donc si on a une profondeur de catalogue intéressante, ce qui est intéressant sur ce point-là, c'est de mettre tous les visuels lifestyle au lieu des visuels packshot, mais sur le flux produit. Comme ça, dans Pinterest, en fait, on va diffuser directement des visuels lifestyle et les taux de conversion sont beaucoup plus importants sur ce type de visuels-là. Donc souvent, un flux produit, quand on le diffuse sur une plateforme, sur Google ou autre, c'est souvent du packshot fond blanc. En fait, il se sert des informations qui sont listées sur ton CMS. C'est souvent la première image qui est souvent une image packshot. Ouais. Et nous, à chaque fois, on fait la transition, on part sur une image qui est une image justement inspirationnelle, taillée pour Pinterest. Incroyable. Et ça, derrière, ça débloque beaucoup de choses. En termes de conversion, sur la partie shopping, limite, ça fait un x2 sur les perfs. C'est assez ouf, parce qu'il n'y a personne qui le fait.
Donc ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, nous, sur la partie site, on est capable d'afficher une autre image. Quand tu arrives sur la fiche produit cette fois-ci. On peut tromper le flux, on peut même afficher l'intégralité d'un carrousel différent en fonction du trafic. Ça, c'est top. Pour avoir la cohérence au global, c'est magnifique. Carrément. Pas salir aussi tes pages de collection, par exemple, et donc garder un funnel classique pour tout le monde, qui ne vient pas abîmer, parce que tu vois, ce que tu fais d'un côté, ça peut aussi impacter négativement ce qui se passe sur la partie Facebook ou autre, et tu n'as pas envie. Donc en tout cas, c'est super intéressant. Je le garde. En mixant les deux, là, c'est nickel. Merci, c'était trop cool. Merci à toi, franchement, trop content d'avoir partagé ces tips. C'est un match retour chez toi. Carrément, ça arrive très vite. Allez, ciao, ciao. Merci pour votre attention, et puis à la prochaine. Merci.